Mini-sommet de la CIRGL en Angola. À Luanda, les chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs se penchent sur l'évaluation de l'accord-cadre d'Addis Abeba. Les détails dans cette édition. Et puis, révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, à la majorité présidentielle, tout comme à l'opposition. Tous les états-majors des partis politiques sont en effervescence et se focalisent sur la question. On en parle avec Luzanga Chamandevou, porte-parole de la majorité présidentielle. Il est l'invité de ce journal. Et enfin, nous parlerons également du dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Pour la première journée prévue le 6 septembre prochain, la République démocratique du Congo rencontre le Cameroun et déjà les 107 présélectionnés sont connus. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La ville de Luanda en Angola accueille ce jeudi un mini-sommet de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région de Grands Lacs. À cette rencontre, il sera question d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les présidents Jacob Zuma et Jakaya Kikwete prendront part à cette rencontre en qualité d'invités spéciaux. Selon Joao Lourenço, ministre de la Défense de l'Angola, qui présidait la réunion des ministres de l'organisation pour la deuxième fois, l'Angola est l'hôte du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, visant à analyser la situation de paix et sécurité en RDC, plus particulièrement dans l'est du pays à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Il a mis en évidence le fait que lors de la dernière réunion, des positions très claires avaient été définies en faveur de la reddition volontaire des éléments des FDLR, comme préférence, admettant également la possibilité de mener des actions militaires en cas de non-observation de cette reddition volontaire. Également, les chefs de l'état-major général des pays membres, comme des experts, s'étaient réunis pour évaluer s'il y avait des progrès réels dans ce processus de reddition et désarmement des forces négatives, en particulier celles des FDLR. Par ailleurs, Toumba Louaba, secrétaire exécutif de la CIRGL, a souligné les rôles et les efforts des États participants à l'événement pour la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Il a poursuivi que les leaders avaient décidé de soutenir le gouvernement de la RDC à poursuivre des efforts visant à consolider la paix dans cette partie du pays. Outre l'Angola, les mini-sommets comptent sur la participation des ministres de la Défense ou leurs représentants du Rwanda, du Congo, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, ainsi que les forces de paix de la mission de l'ONU en RDC. L'actualité en République démocratique du Congo a un tout petit peu été bousculée en début de cette semaine par la déclaration du mouvement social pour le renouveau MSR, actuellement l'une des 5 premières forces politiques au sein de la majorité présidentielle, laquelle déclaration sur la révision constitutionnelle publiée mardi indiquait que le parti exigeait d'abord un débat à ce sujet. Et sur ce plateau, on en parle avec le porte-parole de la majorité présidentielle, Luzanga Chamandevou. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Voilà, cette déclaration a publié mardi, en début de cette semaine, du MSR, parti de la majorité présidentielle, une bourde ou un avis tout à fait logique d'un parti de cette famille politique? Non, je dirais plutôt que c'est tout à fait logique. Nous sommes en démocratie, le MSR étant membre de la majorité présidentielle et qui aujourd'hui arrive à en appeler que certains sujets d'importance que nous puissions les débattre au sein de notre famille politique, ça me paraît logique. C'est vraiment logique sur le fond. Sur le fond, ça me paraît tout à fait logique. Mais peut-être que la forme n'y a pas été. Pour convoquer, demander la convocation du bureau politique, il ne faut pas le mettre sur la place publique. Ils auraient pu écrire au secrétaire général de la majorité présidentielle. Donc vous reconnaissez qui gère la famille politique au quotidien et qui n'est pas là en plus. Donc vous reconnaissez que c'est une bourde de la part de ce parti de la majorité présidentielle? Sur le plan de la forme, oui. Sur le plan de la forme, c'est une bourde. Alors pourquoi exiger un débat alors que l'ensemble des partis de la majorité sont d'accord pour le go à une révision constitutionnelle? Est-ce qu'il y a un peu de mésentente au sein de la majorité présidentielle? Et je voudrais préciser que dans cette déclaration ou de la part de la presse, il y a une sorte d'amalgame. La révision, on ne doit pas parler de la révision constitutionnelle comme révision constitutionnelle, non. Parce que la révision constitutionnelle
il y a des gens qui sont mandatés pour pouvoir la réviser. Numéro 1, c'est le président de la République, par l'article 218 de la Constitution. Numéro 2, c'est le gouvernement après adoption au Conseil des ministres. Et 3, c'est l'une des deux chambres. 4, enfin, c'est le peuple souverain, par une pétition, par exemple, de 100 000 signatures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le gouvernement légal de notre pays, le gouvernement de la République, dans ses prérogatives constitutionnelles, suivez-moi bien, que le gouvernement, dans ses prérogatives constitutionnelles, qui sont reconnues par la Constitution, a envoyé au Parlement un projet de révision. Ils sont dans le bon, c'est leur droit, absolument. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas parler de toute la révision. Mais le problème, j'ai lu et relu la déclaration du MSR, mais plutôt ils se sont focalisés plutôt sur l'article 220. C'est pour ça qu'il dit, ne faisons pas de l'amalgame, parce que la révision, le président de la République pouvait très bien prendre cette initiative, comme le gouvernement, comme le peuple souverain. Donc, là, il ne doit pas y avoir de confusion du tout, et ce que le gouvernement a fait, il l'a fait dans ses prérogatives constitutionnelles. Dans les prochains jours, il y aura débat au sein de la majorité pour discuter de la question comme l'a souhaité le MSR? Mais bien entendu. Okay. Bien entendu que la cohésion au nom de la cohésion dans notre famille politique, des sujets de grande importance, c'est la charte qui régit la majorité présidentielle qui l'a dit. Quand il y a des sujets majeurs, il vaut mieux en parler au sein du bureau politique, qui est l'organe de conception, l'organe d'orientation et l'organe de décision. Que le MSR ait demandé qu'on convoque ce bureau politique, ça me paraît dans la logique des choses. Doit-on croire que le MSR a bien réfléchi? Parce que le bureau qui dirige la majorité présidentielle devrait réfléchir avant de parler révision constitutionnelle dans les médias pour une discussion d'abord en interne. Je reviens encore, je voudrais que les gens comprennent, quand vous parlez de révision constitutionnelle, la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, elle est prévue par cette constitution-là. Ne parlons pas de la révision constitutionnelle, parlons plutôt, je vous ai dit tout à l'heure, en voyant l'article 200, plutôt la déclaration du MSR, c'est plutôt, ils font allusion plutôt à l'article 220. Parlons-en. Okay. Et cet article-là, comme c'est un problème majeur, et nous estimons que c'est tout à fait normal que ça vienne au bureau politique pour que nous puissions parler le même langage. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour nous, à la majorité présidentielle, le 20 mars, quand le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, nous a réunis toute la famille, il a donné quand même certaines directives. Il a donné certaines orientations quant à ce. Par exemple, le président de la République a insisté sur l'unité, sur la discipline, mais il n'a pas parlé sur la loyauté. Mais il n'avait pas parlé de l'article 220 ce jour-là. Il n'en a jamais parlé. Merci. De l'article 220. Le moment viendra. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Mais si demain, le peuple souverain, le peuple congolais qui est souverain, arrivait à poser ce problème, nous en débattrons. Mais pour l'instant, il y a des personnalités indépendantes, il y a des partis politiques également qui prennent position quant à cet article-là 220. C'est leur droit également. Merci. C'est leur droit également. Mais personne ne peut les empêcher de réfléchir à haute intelligence, de réfléchir à haute voix. Mais ce que le MSR a demandé, c'est que, puisqu'on en parle, il vaut mieux que nous en parlions au sein de notre famille politique. Et là encore, deuxième gourde du MSR, ce n'est pas urgent. Ce n'est pas une préoccupation urgente pour l'instant. Merci Sébastien Luzanga Chamandevou. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Dans l'actualité également, le redéploiement du personnel de la MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo fait des victimes. 154 postes nationaux vont être supprimés. L'information est confirmée par le porte-parole civil de la mission onusienne. Les agents concernés par cette mesure, qui manifestent du reste depuis une semaine, seront payés conformément aux règles des Nations Unies. Un instant, suivez. La mission a été notifiée le lundi 11 août de la décision du secrétaire général des Nations Unies d'approuver
comme proposé la fin de contrat de 154 membres du personnel recruté localement dont les postes avaient été supprimés par l'Assemblée générale dans le budget 2014-2015 et auquel une prolongation de contrat de 3 mois à compter du 30 juin avait été accordée. C'est une nouvelle que n'aurait jamais préféré entendre la centaine de fonctionnaires congolais de la MONUSCO. Eux qui, depuis près de 7 jours, font le pied de grue devant les installations de la mission onusienne à Kinshasa. Cette suppression des postes, fondée selon Charles Bambara, porte-parole civil de la MONUSCO, sur le règlement en matière de gestion du personnel onusien, laisse donc sur les carreaux plusieurs familles. Mais côté onusien, on rassure que tous les droits dus aux agents frappés par cette mesure seraient garantis. Chaque membre du personnel affecté par la mesure recevra l'équivalent d'un mois de salaire au titre du mois de préavis, une indemnité de licenciement fixée sur la base de leur entrée en fonction, du grade et de l'échelon, ainsi qu'un solde de tout compte comprenant tous les droits à régulariser. La reconfiguration de la mission onusienne vise à accroître sa présence dans les parties de la RDC touchées par les conflits. Il s'agit de Nord-Kivu, le Nord Katanga et l'Ituri. Elle a été décidée par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 2098 du 28 mars 2013 portant prorogation du mandat de la MONUSCO. Le document stipule que la MONUSCO renforcera la présence de ses composantes militaires et civiles dans l'est de la République démocratique du Congo et réduira sa présence dans les zones qui ne sont pas touchées par les conflits, en particulier à Kinshasa et à l'ouest du pays. Et bien sûr, cette résolution ne fait pas que des heureux. La fièvre hémorragique d'Ebola, on en parle encore. Aux dernières nouvelles, l'Organisation mondiale de la santé a publié son dernier rapport qui fait état de 1069 décès. C'était hier mercredi. À cet effet, la République démocratique du Congo, pays anciennement frappé par l'épidémie, a dépêché ses experts en Afrique de l'Ouest. C'est sur demande de l'Organisation mondiale de la santé. La Guinée-Bissau a décrété hier l'état d'urgence sanitaire national. Entre-temps, les pays directement touchés ou non multiplient les mesures de prévention. Et cet autre sujet, une réserve potentielle de 3 milliards de barils de pétrole a été trouvée dans l'est de la République démocratique du Congo. La découverte est d'une filiale du groupe Fleurette appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gertler. Une réserve qui pourrait être de même ampleur côté ougandais du lac, explique dans un communiqué le groupe Fleurette. Plus d'explications avec Mathieu Kamango. Après 2 phases de tests sismiques au niveau de bloc 1 et 2 du lac Albert, des analyses indiquent l'existence d'environ 3 milliards de barils de pétrole. Les résultats des tests sismiques qui ont coûté plus de 20 millions de dollars américains montrent des ressources potentielles considérables qui peuvent augmenter fondamentalement les PIB de la RDC si elles sont extraites et exploitées de façon sûre et économique. Selon Oil of Congo, la filiale pétrolière de Fleurette, une production de 50 000 barils par jour augmenterait les PIB de la RDC de 25%. Elle est actuellement en pleine étude de faisabilité et s'est notamment fixée pour prochaine étape des forêts, 2 puits d'exploration. Les préparations des activités de forage nécessitera d'importants travaux, comme de nouvelles routes et un nouveau port, et se traduira par une délocalisation de certaines communautés locales et de la région, nichée dans la province orientale. Une découverte qui réjouit la société civile. La province orientale et le Nord Kivu, riche en minerais précieux, souffrent des actions de groupes armés locaux et étrangers qui s'affrontent pour des raisons économiques, ethniques ou foncières. La zone a par ailleurs été le théâtre de 2 guerres régionales en 1996-97, 1998 jusqu'à 2003. Cette nouvelle découverte de puits de pétrole ouvrira peut-être une nouvelle page pour cette partie de la RDC. L'actualité internationale nous emmène d'abord en Centrafrique où le nouveau Premier ministre nommé il y a quelques jours doit officiellement entrer en fonction ce jeudi à Bangui, la capitale, pendant que les tractations pour la formation d'un gouvernement sont pour le moins compliquées. L'ex-rébellion Séléka a annoncé qu'elle ne participerait pas au gouvernement et conteste la nomination de Mahamat Kamoun à ce poste.